Et enfin, pour finir, on va parler de pourquoi investir dans les cryptos. Donc, je vous ai présenté la technologie. Je vous ai présenté un petit peu notre approche systématique sur comment aborder un investissement de manière un peu plus dynamique. Et maintenant, on va observer tout simplement le Bitcoin, donc qui est la plus grosse crypto qui existe aujourd'hui. Et ça doit faire un peu plus de la moitié de la market cap de l'ensemble des cryptos. Et là, je vous ai mis en gros la distribution des returns mensuels du Bitcoin et je vous l'ai comparé à la loi normale. C'est à peu près ce qu'on fait en finance classique. On compare toujours par rapport à une loi normale, ce qui ne fit jamais complètement, voire pas beaucoup, notamment au niveau des queues de distribution, que ce soit à gauche quand ça baisse plus fortement que ce que le modèle prédit, ou à droite quand ça monte beaucoup plus fortement que ce que le modèle prédit. Étonnamment, le Bitcoin, en fait, a une queue de distribution, mais uniquement à droite. C'est-à-dire qu'en fait, les surprises, elles viennent à la hausse. Donc, ce qui vous dit typiquement, ou ce qui vous, enfin, donc ça, c'est une distribution mensuelle, donc c'est mois par mois. Ça veut dire que si vous développez un modèle d'allocation, vous avez quand même un biais dans votre modèle d'allocation à avoir plutôt du long que du short. Parce que le short, quelque part, je vois bien qu'il arrive moins souvent que le long. C'est un peu tout bête, mais typiquement, ça doit forcément être un driver quand vous avez développé votre stratégie. En plus, là, quand on regarde quand on mesure les volatilités, donc on adore en finance quant faire plein d'indicateurs. Vous avez ce que vous appelez l'upvol, qui est en gros la volatilité quand le marché monte, et puis vous avez la downvol, c'est la volatilité quand le marché baisse. En fait, vous apercevez que la downvol, elle est très faible par rapport à la volatilité moyenne de cet actif. Donc en fait, la volatilité, elle vient uniquement quand on est à la hausse. En fait, il y a un côté très explosif à la hausse. À la baisse, évidemment, le marché il peut passer de 100 à 10. Donc ça ne veut pas dire que quelque part, vous n'avez pas un actif qui va perdre 90% de sa valeur. Simplement, il ne va pas le faire avec la même dynamique que quand il monte. Quand il monte, il peut monter très violemment. Par contre, à la baisse, il va baisser. Il y a des périodes de baisse marquées, mais beaucoup moins marquées à la baisse qu'à la hausse. Et puis, depuis le démarrage, on a eu 4 cycles de hausse et de baisse, on va dire, majeurs. Et là, on ne parle pas d'un bull market à plus 20% pardon, un bull market à plus 10% et un bear market à moins 20%. On parle de trucs avec des amplitudes un petit peu plus importantes. On est quand même sur une vol qui est bien au-delà de 100. Et depuis décembre dernier, le Bitcoin était en hausse de quasiment 300%. Oui, on doit être à 300%. Elle date un petit peu, cette slide. Voilà, donc les gens ne réalisent pas forcément. Il y a eu beaucoup de publicité sur le Bitcoin en 2017 quand il a monté très fortement et qu'il a atteint quasiment les 20 000. Il y a eu énormément de publicité en 2018 parce qu'effectivement, il y a eu un énorme retour de flamme. Simplement, le point bas qui a été atteint en décembre 2018, il était bien plus haut que le point de démarrage de la bulle qu'il y a eu en 2017. Et depuis, on a recouvré et on n'a pas retouché encore les plus hauts, loin s'en faut, mais il suffirait de pas grand-chose, vu l'explosivité à la hausse de ce marché-là, pour qu'on les retrouve. Maintenant, donc ça, on a observé cet actif en standalone, enfin tout seul. Et maintenant, si on s'amuse un petit peu à regarder ça avec un actif connu qui est typiquement les actions américaines. Alors, vous n'allez pas y voir grand-chose, mais je vais vous expliquer. Ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait la distribution des rendements sur 22 jours, ce qui est à peu près un mois de bourse, pour faire simple. Et on l'a normalisé en risque. Et on a comparé ce qui se passe sur le Bitcoin par rapport à ce qui se passe sur le S&P 500. Donc ça doit être sur les 10 dernières années, si je ne dis pas de bêtises. Vous apercevez, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, qu'il y a des queues de distribution sur le Bitcoin, mais qui sont uniquement à droite. Donc ça, c'est ce qui fait qu'on sort un peu de la loi normale. Alors que sur le S&P, vous apercevez qu'en risk adjusted, je me retrouve avec des points qui vont très très loin en fait. Donc en fait, de manière un peu contre-intuitive, à risque équivalent, c'est-à-dire que vous mettez un budget de risque qui est bien équivalent, vous ne faites pas du 1 pour 1 entre le S&P et le Bitcoin, vous ajustez typiquement de la volatilité, vous avez un actif qui est moins risqué en fait. C'est juste une question de dosage, donc c'est un actif qui est moins risqué et qui a une explosivité à la hausse et beaucoup moins à la baisse. Voilà. Donc ça, c'est une deuxième caractéristique de cet actif qui est, pour le coup, et je pense que je vous aurais posé la question, vous m'auriez tous dit que le Bitcoin est beaucoup plus risqué. Oui, mais il faut juste après être capable de savoir combien j'en ai. Et ensuite, on s'est amusé à ajouter ce Bitcoin. Donc, on en a ajouté 1% à un portefeuille diversifié plus ou moins classique. Donc ça, c'est les portefeuilles qu'on dit balance, mais un peu agressif, donc avec 60% d'actions, 40% de bonds. Et on s'est amusé à remplacer une petite partie de cet actif-là
par 1% de Bitcoin et 4% de cash. Et en fait, vous voyez que ça, bon, d'une part, je gagne un petit peu plus d'argent, quand même 1% de plus, mais par rapport à 4%, pas par rapport à 50%. C'est quand même significatif, en réduisant la volatilité. Donc en fait, au-delà de la technologie, on peut débattre à l'infini de savoir si c'est une super technologie, si ça va servir à quelque chose, si c'est efficace, si on peut la hacker. En fait, quand on regarde le Bitcoin, alors, chose que j'ai peut-être pas précisé, mais la technologie. Imaginons que demain, tous les acteurs bancaires utilisent le Bitcoin comme outil de transfert de valeur. En fait, pour pouvoir utiliser cet outil-là, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut payer en fait à la transaction. Donc en fait, tous mes acteurs vont devenir acheteurs de Bitcoin, non pas pour des raisons spéculatives, mais juste parce que, comme une usine a besoin d'énergie pour fonctionner, elles auront besoin de Bitcoin pour faire fonctionner leur usine qui utilise le Bitcoin. En fait, vous êtes en train de créer, au travers de tous ces projets qui sont en train de naître, une véritable demande, mais cette fois-ci industrielle, comme il y en a pour l'or. Il y a tout un tas on va dire, de processus industriels qui utilisent l'or dans leur processus. Parce qu'il y a des caractéristiques physiques liées à l'or qui est très utile. Si demain la blockchain devient un véritable outil technologique utilisé dans les process de tous les jours pour un certain nombre d'acteurs économiques, j'ai donc créé une demande pour ce Bitcoin. Et donc, en tant que tel, cet actif-là, il va bien falloir se mettre à le gérer, puisque je vais avoir une demande régulière sur ce truc-là. Voilà. Et donc, quand on voit que quelque part, il y a une vraie demande sous-jacente au Bitcoin qui est en train d'émerger, et je ne dis pas qu'elle est mature, elle est en train d'émerger, ça reste un pari. Maintenant, quand on regarde l'actif, donc le crypto cette fois-ci, non plus comme le fuel qui permet de faire fonctionner la blockchain, mais juste comme un actif, puisque c'est comme l'or, on peut le regarder comme un actif ou comme un élément d'un process industriel. On s'aperçoit qu'il a des propriétés propres qui sont bien plus intéressantes que juste des actions. On reste sur une tendance de fond qui est quand même plutôt porteur, puisque je pense que la révolution blockchain, elle est plutôt au début qu'à la fin, d'un point de vue adoption. Et on voit bien que, de manière assez contre-intuitive, un saupoudrage, mais vraiment un saupoudrage de Bitcoin dans juste une allocation d'actifs, peut à la fois améliorer le rendement et réduire le risque. Voilà. Donc nous, notre pitch, quelque part, il est un peu là sur pourquoi s'intéresser aux cryptos. C'est presque une hérésie de ne pas s'y intéresser. On va dire quand on ne mise que 1%, c'est presque une hérésie de ne pas s'y intéresser. Voilà. Je pense que je vais conclure là-dessus. Je regarde juste ce qu'il y a après. Ah si, juste ça c'est amusant. Juste un intérêt d'une stratégie quantitative. Donc ça c'est un truc qui rebalance une fois par semaine maximum. En moyenne, j'ai entre 10 et 15 trades en fonction de ce qui se passe sur le Bitcoin. Je vous les mets en échelle logarithmique pour qu'on y voit quelque chose, sinon ça sort complètement des graphes. Ici, vous avez ce qu'a fait le Bitcoin depuis 2013. Donc vous voyez les cycles de hausse, de baisse. Et ça, c'est notre stratégie qui intervient une fois par semaine maximum, le vendredi soir, qui en gros, si on est au-dessus d'un indicateur de tendance, on achète le Bitcoin. Si on est en dessous d'un indicateur de tendance, on se met en cash. Ça fait référence à tout à l'heure, quand je vous ai montré la distribution des returns, il valait mieux plutôt être long que short. Voilà. Et à cette échelle de temps en weekly, le short ne paye pas. Il y a des échelles de temps plus petites. C'est intéressant d'avoir du trend following à la baisse. Sur des échelles de temps un peu plus longues, ça n'a pas d'intérêt. Et ce truc-là, en fait, vous voyez qu'effectivement, quand le marché monte, vous suivez à peu près le marché. Quand le marché baisse, forcément, comme vous êtes en dessous de votre indicateur de tendance, vous ne faites pas grand-chose. Alors une fois de temps en temps, ça s'allume parce qu'il y a un faux signal. Et puis quand le marché repart, vous repartez, sauf que comme vous ne repartez pas du même point, vous finissez un petit peu en haut. Puis quand le marché rebaisse, vous restez plus ou moins en termes d'étage là. Puis quand ça repart, vous repartez. Voilà. Donc vous avez... Oui. Ce signal-là, on le pousse depuis avril 2018. C'est récent, bien sûr, mais dans le monde de la crypto, de toute façon, aller trouver quelqu'un qui publie des signaux depuis 10 ans, ça n'existe pas. Et puis, c'est l'avantage d'être systématique. Et en plus, cette même stratégie, on l'utilise sur d'autres marchés et elle produit le même type de résultat. Donc, c'est une autre sorte de validation, au-delà de juste avoir quelque part une fonction qui serait adaptée à ma série de données sur le Bitcoin. En fait, vous utilisez la même fonction, vous rentrez d'autres cryptos dedans et vous avez le même profil de return. Qu'est-ce qu'on cherche à capturer avec ce truc-là? Ces gros pics qui arrivent assez régulièrement dans le monde des cryptos. Alors peut-être qu'à un moment donné, ça va un peu cesser. C'est pas grave, on a d'autres modèles qui fonctionnent dans des marchés plus matures, qu'on développe depuis plus de 10 ans.
Mais pour le moment, aujourd'hui, ce qu'on cherche à capturer, c'est ces gros pics-là. Et quand ça redonne assez violemment, en fait, on se coupe. Alors, je ne me coupe pas en haut, évidemment, hein, il n'y a pas de miracle, mais on se coupe peut-être 20% en dessous du pic. Voilà, donc ça, c'est juste un exemple de ce qu'on peut faire. En gros, les années, vous voyez, où le marché a fortement monté, ben, la stratégie a fait à peu près la perf de l'indice, et je n'ai pas vocation à faire beaucoup mieux. À la limite, déjà faire la perf de l'indice, tout le monde sera content. Par contre, dans les marchés beaucoup plus difficiles, comme en 2018, ben, on peut perdre de l'argent, évidemment, mais on va en perdre beaucoup moins que ce que fait le marché. Donc ça veut dire qu'on a quand même sécurisé un peu plus de la hausse qu'on a fait précédemment. Et puis il y a même des marchés où, quelque part, le marché a fortement perdu, on a gagné un peu d'argent. C'est peut-être une exception avec la série de prix, mais l'idée, elle est là. C'est quelque part, je vais juste suivre des tendances qui sont assez marquées, assez fortes pendant quelques semaines ou quelques mois. Et derrière, quand ça se retourne pendant un certain temps, eh ben, je vais être plutôt en cash, ce qui va avoir plusieurs bénéfices. Effectivement, être moins dépendant de ces gros retournements de marché, baisser la volatilité, parce qu'une partie de mon temps, je suis en cash et non pas sur la crypto. Donc ça, c'est assez mécanique. Voilà, donc ça c'est juste un exemple de choses très simples qu'on fait chez nous. On a des choses beaucoup plus compliquées, mais je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir.